Bonjour à tous. Dans ce diaporama, nous allons traiter de la dispersion et du transfert des polluants en prenant l'exemple particulièrement des pesticides puisque nous sommes dans le module de qualité éco-phyto qui étudie finalement l'écotoxicologie des pesticides. L'idée de ce cours, c'est de remettre en cause certaines idées fausses qui ont notamment légitimé la pollution. On pensait pendant longtemps que l'environnement diluait les polluants, ce qui n'est pas le cas, puisqu'on sait maintenant que certains polluants vont pouvoir s'accumuler dans certains compartiments, par exemple la chlordécone dans les sols, du fait de son affinité avec le carbone organique. L'idée aussi était que la pollution restait relativement limitée au site d'émission, donc c'est sûr que les personnes qui vivent à proximité d'usines vont avoir une pollution plus importante et un taux de polluants plus important, mais la pollution va pouvoir toucher sur de longues distances d'autres zones. Et l'idée aussi était que si les doses rejetées étaient faibles, alors les doses d'exposition étaient faibles. Or, on a vu dans la maladie de Minamata qu'on avait des taux de mercure qui étaient largement supérieurs à ceux qu'on retrouve dans l'environnement abiotique, et donc finalement que les chaînes trophiques permettaient d'accumuler les polluants. Donc pas uniquement les chaînes trophiques, on va voir également que les polluants vont pouvoir se fixer à certains compartiments. Et donc tout ça, en fait, ces différents paradigmes ne prennent pas en compte la circulation des polluants dans l'atmosphère, l'eau et la biosphère. Et finalement, si on prend en compte cette circulation des polluants, on va mieux pouvoir évaluer l'impact écotoxicologique des pesticides et des polluants en général. Donc on va regarder la circulation et le devenir des polluants dans les différents compartiments de l'écosystème, donc l'atmosphère, l'hydrosphère, les sols. Déjà, dans un premier temps, quels sont les différents types de modes de transport des polluants et d'accumulation des polluants dans l'atmosphère? Donc, la plupart des polluants vont passer dans l'atmosphère sous les 3 phases, en fait, et ça va dépendre des caractéristiques physico-chimiques des polluants. Donc, certains vont être essentiellement sous forme gazeuse, parce qu'ils ont la particularité de se volatiliser. Donc ça va être la pression de vapeur et la constante de Henry qui vont permettre de déterminer s'il s'agit de polluants capables de s'évaporer. Ensuite, lorsqu'il y a par exemple pulvérisation de pesticides sur les sols, sur les champs, en général, c'est des petites gouttelettes, et si les gouttelettes sont de très faible diamètre, elles vont pouvoir rester en suspension dans l'air et former ce qu'on appelle des aérosols liquides. Donc, c'est des micro-gouttelettes, des suspensions de micro-gouttelettes. Et il se peut aussi que le polluant se retrouve sous forme particulière, liée à des particules du sol, par exemple, qui vont être charriées par le vent dans l'atmosphère. Et donc là, la forme du polluant sera une forme solide, particulière. Et donc l'atmosphère va pouvoir transporter ces polluants sous les 3 phases, gazeuse, aérosol ou particules, sous une plus ou moins longue distance de transport. Donc on a des exemples caractéristiques bien visibles de transfert de polluants qu'on peut démontrer. C'est par exemple utiliser la radioactivité pour mesurer les transferts de radionucléides, notamment lors de l'accident de Tchernobyl. Donc on avait eu un nuage de pollution de radionucléides qui était venu jusqu'à la frontière est de la France. Et en Corse, par exemple, donc on avait particulièrement en fait cette zone-là qui était touchée. Donc ça, c'est un transfert qui se fait sur l'échelle d'un continent, donc on va être à une échelle moyenne de distance. Les pesticides et les polluants de manière générale peuvent être aussi transférés sur de longues distances. Donc c'est par exemple le cas de la contamination en radionucléides, puisqu'on a pu la détecter également en Antarctique en faisant des forages, des glaces. Donc quand vous remontez en profondeur dans la glace lors des forages, en fait, vous remontez le temps et on peut détecter des pics de contamination en radionucléides qui sont notamment à mettre en relation avec les essais nucléaires qui se produisaient à l'époque. Et on a pu enregistrer un pic de radioactivité qui correspond à l'accident de Tchernobyl. Donc vous voyez que les radionucléides ont pu contaminer d'autres continents. Un autre exemple, c'est la contamination des ours polaires. On a pu détecter dans leur tissu adipeux des taux de PCB, donc de polychlorobiphényle, des polluants très hydrophobes, des taux très élevés de PCB dans ces tissus adipeux qui induisent des perturbations hormonales, notamment de leur système immunitaire, des hormones thyroïdiennes.
Et donc ça veut dire que les PCB qui sont émis sur les continents américains ou européens se retrouvent dans l'Antarctique et contaminent les chaînes trophiques pour contaminer les ours polaires. Et voyez, il y a une étude en 2017 qui avait montré que les polluants chimiques représentaient un risque 100 fois supérieur à la limite considérée, c'est-à-dire que leur taux est 100 fois supérieur à la limite acceptable que l'on considère sans risque pour les espèces. Alors, l'idée c'est de savoir maintenant comment ces polluants font pour rentrer dans l'atmosphère et notamment si on regarde les produits phytopharmaceutiques, quels sont les deux modes d'application des pesticides et comment finalement ces pesticides vont pouvoir passer dans l'atmosphère. Donc il y a deux types d'applications. Là, il y a la pulvérisation liquide qui est la plus utilisée, à l'aide de buses. Donc l'idée du plan Ecophyto, ça va être justement de travailler sur ces appareils pour que les buses soient plus efficaces, c'est-à-dire en mettre moins dans l'atmosphère et donc en mettre plus par contre en application sur les végétaux qui doivent être traités ou sur le sol. Donc cette pulvérisation liquide, elle s'oppose à l'incorporation directe dans le sol qui peut se faire sous forme liquide ou granulée. Donc ça va être plutôt pour des applications dans le cadre non professionnel ou dans les zones non agricoles, hein. Mais on a encore des agriculteurs qui peuvent utiliser ce type d'incorporation. Donc l'avantage de l'incorporation dans le sol, c'est qu'il va y avoir moins de pertes lors de pertes et de contamination de l'atmosphère lors de l'application. Alors la contamination de l'atmosphère, elle peut se faire donc soit pendant l'application, soit après le traitement. Alors lors de l'application, il va se produire ce qu'on appelle la dérive, et c'est cette dérive qu'on essaye de limiter. Donc c'est le passage dans l'atmosphère sous forme liquide, donc sous forme d'aérosol, lors de la pulvérisation. Donc je vous ai dit que la pulvérisation par voie aérienne était maintenant interdite, sauf autorisation exceptionnelle, parce que lorsqu'il y avait du coup des pulvérisations par avion, on avait plus de 50% de ce qu'on pulvérisait qui partait dans l'atmosphère. Alors que si on utilise des rampes de pulvérisateurs, on estime qu'on a de 1 à 30% de pertes, et ça va dépendre de la qualité des appareils que l'on utilise. Donc il y a un vrai travail de développement de ces appareils pour limiter justement les pertes. Et lors de la formation Ecophyto, sur le certifito, on va aussi apprendre aux agriculteurs à épandre les pesticides lorsque les conditions météorologiques sont favorables. Donc bien sûr, si vous avez un vent très important, la dérive va être plus importante. Donc il faut limiter l'application des pesticides lorsqu'on a un vent important. Au contraire, par contre, lorsqu'il pleut, ça va favoriser en fait la chute des gouttes vers le sol sous l'effet de la gravité, et donc ça va s'opposer à la dérive. Et enfin, un troisième paramètre qu'il faut prendre en compte lors de l'application, c'est la température. Si la température est élevée, en fait, les gouttelettes vont carrément se vaporiser lors de l'application. Et donc là, ça va passer directement sous forme gazeuse. Donc on a des directives qui sont données, donc où en fonction de la vitesse du vent et de la température, en fait, il faut ou non appliquer les pesticides. Donc c'est donné. Donc par exemple, s'il n'y a pas de vent, mais qu'il y a beaucoup de soleil, bah, il faut faire attention quand même par rapport à l'évaporation liée au soleil. Par contre, si vous voyez, on a un petit vent et pas trop de soleil, ben, c'est plutôt des conditions favorables pour l'application. Donc c'est pour ça que là, vous avez ce symbole qui dit que lors d'une journée chaude et ensoleillée, il y a un risque accru d'évaporation avant que les gouttelettes touchent la cible. Donc vous voyez, ce sont un peu des arbres décisionnels qui permettent de savoir si oui ou non on peut appliquer les pesticides en fonction des conditions météorologiques. Alors justement, je vous avais parlé des certificats d'économie de produits phytopharmaceutiques. Donc l'idée, c'est de forcer les vendeurs de produits phytopharmaceutiques à investir justement pour avoir des actions de réduction de l'application des pesticides. Et donc là, ça va être notamment en travaillant sur le mode de pulvérisation. Et donc les entreprises de produits phytopharmaceutiques peuvent travailler avec les agriculteurs pour les aider justement à améliorer leur technique de pulvérisation. Donc par exemple, il va falloir acheter un matériel neuf qui est plus performant.
que d'autres anciens appareils. Alors les pesticides peuvent aussi passer dans l'atmosphère par suite à l'épandage, donc par volatilisation. Donc c'est ce passage à l'état vapeur à partir du sol ou des plantes sur lesquelles on a pulvérisé le pesticide. Donc la volatilisation, vous voyez, elle peut se produire aussi bien lors de l'épandage, les gouttelettes passent directement à l'état vapeur, ou après, une fois que le pesticide est sur le sol. Et donc ça va dépendre des caractéristiques physico-chimiques du pesticide. Certains pesticides sont capables de se volatiliser, d'autres ne sont pas capables de se volatiliser. Donc on peut utiliser notamment la constante de Henry. Donc c'est le coefficient de partage entre la phase vapeur et la phase liquide. Et donc plus vous avez une constante de Henry élevée, plus ça veut dire que le produit a tendance à se volatiliser. Et donc on considère qu'au-delà de 10 puissance moins 5, cette constante de Henry est suffisante pour considérer qu'on va avoir une contamination de l'atmosphère par volatilisation. Donc là, par exemple, si vous regardez 3 exemples de pesticides, on a la trifluarine, l'atrazine, l'alachlore, enfin l'ammoniac du coup c'est pas un pesticide. Et donc l'ammoniac il est très volatile, hein, ça sent très fort parce que ça se volatilise très vite. Donc vous voyez on a une constante de Henry de 10 moins 1,95. Et la trifluarine, sa constante de Henry est supérieure à 10 puissance moins 5, donc elle est considérée comme très volatile, alors que l'atrazine et l'alachlore sont plutôt solubles dans l'eau et moins volatiles. Alors on peut utiliser aussi la pression de vapeur, qui est donc la pression qu'exerce la substance lorsqu'elle est en équilibre avec une solution. Et donc plus le produit a tendance à se volatiliser, plus cette pression exercée par les molécules dans l'atmosphère va être importante, et donc plus la pression de vapeur va être importante. Donc une molécule qui a une pression de vapeur importante, c'est une molécule qui a tendance à se vaporiser facilement. Et donc on considère qu'une substance est volatile, c'est sa pression de vapeur, quand elle est à l'équilibre avec une solution, est supérieure à 100 pascal. Et enfin, on peut utiliser aussi la constante d'absorption sur le sol. Donc la constante d'absorption sur le sol, on appelle aussi COC, d'absorption sur le carbone organique pour être plus précis. Et donc on va voir comment, alors cette constante d'absorption sur le sol, on va voir qu'on peut aussi l'appeler KD. Enfin, il y a un lien entre KD et COC, on le verra plus loin. Mais en gros, l'idée, les deux paramètres reflètent sur la capacité d'un polluant à se fixer sur le sol. Et plus ce KD est élevé ou plus ce COC est élevé, et plus le produit a tendance à se rester fixé au sol et donc à moins partir à se volatiliser. Donc c'est les 3 paramètres que vous devez connaître. Donc par exemple la chlordécone avait une constante de Henry très très faible, par contre un COC très élevé, donc c'est une molécule, un pesticide qu'on va retrouver énormément dans les sols et très peu dans l'atmosphère. Dernier mécanisme de contamination de l'atmosphère lors de l'application des pesticides, enfin plus précisément après l'épandage, c'est l'érosion aérienne. Donc l'idée c'est que les pesticides vont s'accrocher sur des particules du sol, notamment ceux qui ont un COC élevé, et ces particules du sol vont pouvoir être arrachées par le vent, par l'érosion, et si les particules sont suffisamment fines, du coup on va retrouver en fait des particules solides fixant des polluants dans l'atmosphère, et donc ça c'est ce qu'on appelle l'érosion aérienne. Donc voilà, pour résumer, vous avez 3 modes de transfert des pesticides dans l'atmosphère. Donc soit la dérive qui se fait pendant l'application, donc là ça va être sous forme de gouttelettes liquides de pesticides, et après l'épandage, on peut soit avoir de la volatilisation des pesticides sous forme gazeuse, soit de l'érosion éolienne sous forme solide, avec donc des particules du sol qui sont arrachées au sol avec du polluant fixé sur ces particules de sol. Petite information complémentaire, il est conseillé pour limiter l'érosion aérienne d'augmenter la couverture végétale des sols, puisque la couverture végétale des sols va limiter l'érosion du sol et donc par là même va limiter l'érosion aérienne des polluants.
Donc on va notamment inciter les agriculteurs au niveau des interbandes de culture à faire des plantations qui vont limiter cette érosion et donc la fuite des pesticides vers l'atmosphère. Voici donc pour conclure ce petit bilan sur les modes de contamination de l'atmosphère. Donc si je résume, vous avez donc lors de l'application soit de la dérive qui se produit après l'application de la volatilisation et de l'érosion aérienne. Cela va permettre la contamination de l'atmosphère. L'atmosphère va aussi assurer la dispersion, le transport de ces pesticides sur une plus ou moins longue distance. Et ça, notamment, ça va déterminer la qualité de l'air. Et donc, vous avez tout un réseau d'associations donc les AXCA, donc je vous en avais un peu parlé dans les documents de la chlordécone. Donc les ASCA, ce sont des associations qui vont publier les résultats de mesure de la qualité de l'air. Et donc on prend en compte dans certains ASCA les polluants de type pesticides pour estimer la qualité de l'air. Mais il n'y a pas que ça, il y a les particules fines, les NOx, les NO2, etc. Donc ces pesticides ne vont pas rester forcément dans l'air infiniment et peuvent retourner dans les autres compartiments, mais on va dans un premier temps voir comment ils sont dispersés. Donc je sais que vous avez déjà vu ça en écologie. Nous allons revoir rapidement la structure de l'atmosphère et voir quelles sont les couches de l'atmosphère qui vont charrier les polluants et quels sont les différents types de mouvements des polluants dans l'atmosphère. Donc l'atmosphère, elle est divisée en plusieurs couches. Les deux principales inférieures vont charrier principalement les polluants, à savoir la troposphère et la stratosphère. Et la mésosphère ne sera impliquée dans le transfert des polluants que si elle est directement contaminée, notamment lors d'essais nucléaires ou lors d'événements de volcanisme très importants. Donc pour résumer, il y a plusieurs couches. Ce sont les deux plus basses qui charrient les polluants, à savoir la troposphère qui s'étend de 0 à 12 km en moyenne, ça varie selon les endroits, et la stratosphère de 12 à 40 km d'épaisseur. Et la mésosphère donc, ne va être contaminée que rarement lors du volcanisme et d'essais nucléaires. Donc, dans la troposphère, dans un premier temps, quels sont les deux types de mouvements des polluants? Il va y avoir des mouvements qui vont se faire de l'est vers l'ouest ou de l'ouest vers l'est, donc qui vont être qui vont permettre finalement le transfert des polluants autour du globe, circumterrestre, on appelle ça. Donc il y a deux grands courants, il y a les jet streams, qui sont des courants qui vont se produire d'ouest en est, donc c'est ce qu'on appelle ça des vents d'ouest, qui se font en altitude au niveau de la tropopause, et ce sont des vents qui soufflent entre 35 mètres par seconde à 100 mètres par seconde, ce qui correspond à peu près à 360 km par heure. Et on estime que ces courants du jet stream permettent à un polluant qui est injecté au niveau de la tropopause de faire le trajet tout autour de la Terre en 12 jours, donc ce qui est extrêmement rapide. Alors vous avez également des vents d'est qui sont représentés en vert sur le dessin ici. Donc ce sont les alizés qui vont souffler plutôt à basse altitude et qui convergent à l'équateur et qui vont également permettre le déplacement est-ouest des polluants. Ils soufflent moins vite. Et puis bien sûr, ne pas oublier des vents locaux comme le Mistral dans la région méditerranéenne, la Tramontane, qui vont permettre également de charrier les polluants et de limiter la pollution au niveau de zones bien localisées où se trouvent par exemple les usines. Donc ne pas oublier tout simplement ces vents locaux qui se font à basse altitude. La troposphère peut assurer également des déplacements des polluants du nord vers le sud, c'est-à-dire par exemple de l'équateur vers le pôle, et également de basse altitude vers les hautes altitudes. Et ça, c'est grâce à des cellules de convection que vous avez vues en écologie, donc je ne reviendrai pas là-dessus. Donc on a trois grandes cellules de convection qui sont les cellules de Hadley, les cellules de Ferrel et les cellules polaires, et qui vont permettre notamment à de l'air chaud de s'élever. Pas ma souris, voilà. Ce qui va permettre de faire monter des polluants vers la tropopause. Donc la tropopause, c'est la couche entre la troposphère et la stratosphère. Et ces polluants vont remonter vers les latitudes polaires grâce à ces cellules de convection. Et ainsi de suite, le polluant va prendre les différentes cellules pour remonter jusqu'à la cellule polaire.
Donc ce déplacement nord-sud des polluants est permis grâce à ces cellules de convection de l'atmosphère qui existent naturellement liées aux différences de température sur le globe. Alors il faut savoir que ces cellules de convection existent également dans la stratosphère et dans la mésosphère. Donc ici vous avez les 3 couches de l'atmosphère qui sont représentées. Donc là vous avez les 3 cellules de convection dont on a parlé qui se produisent dans la troposphère et qui permettent donc le déplacement nord-sud par des petites cellules de convection des polluants. Mais vous avez également des grandes cellules de convection qui permettent directement de passer d'un équateur au pôle, soit dans la stratosphère ici, soit dans la mésosphère ici. Ce déplacement est beaucoup plus lent que les déplacements nord-sud qui sont réalisés par la troposphère. Donc, je ne vais pas beaucoup aller dans le détail des mécanismes climatiques à l'origine de ce transfert des polluants. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est grâce à ces mécanismes qu'on a un déplacement sur des longues distances entre les pôles notamment et les continents. Alors, que deviennent les polluants une fois qu'ils sont dans l'atmosphère ? Il y a plusieurs choses. Déjà, ils peuvent s'accumuler. Donc, il faut savoir que l'accumulation d'un gaz va être plus importante que l'accumulation d'aérosols et plus importante elle-même que l'accumulation de particules solides. Donc, pour déterminer si un polluant s'accumule, on va mesurer ce qu'on appelle le temps moyen de résidence, qui est la durée moyenne pendant laquelle séjourne une particule solide ou liquide ou une certaine concentration de gaz introduite à une altitude donnée. Donc vous avez ici un graphe qu'il faut essayer d'interpréter, que j'ai volontairement retourné au niveau des abscisses et des ordonnées pour que ce soit plus facile à comprendre. Et donc là, c'est en abscisse, c'est l'altitude à laquelle est injectée la particule lors de la contamination, si c'est une explosion ou si c'est à basse altitude. Donc si par exemple une particule est injectée au-delà des 12 km de la tropopause, vous voyez, par exemple, si elle est injectée à 15 km directement lors de son émission, et bien, donc cette particule qu'on va considérer comme insédimentable, donc là on est dans le cas d'une particule solide ou liquide de très petit diamètre, de moins de 1 micromètre de diamètre, et bien elle va pouvoir s'accumuler 75 jours dans l'atmosphère, ce qui va lui permettre d'avoir le temps de faire le tour, notamment de la planète en 12 jours grâce au jet stream. Par contre, si vous injectez une petite particule dans l'atmosphère à une altitude de 5 km, ici, et ben, vous voyez que le temps de séjour ne sera que de 25 jours, donc plus court. Donc l'idée, c'est que plus on injecte à forte altitude, et plus le temps de séjour va rester élevé, notamment si on dépasse la tropopause et qu'on se retrouve donc dans la stratosphère. Donc les gaz vont rester beaucoup plus longtemps, et ça, ce diagramme s'applique donc à ce qu'on appelle les particules insédimentables. Donc insédimentables est un peu un abus de langage puisqu'elles sédimentent à un moment donné, mais elles sont capables de rester un petit moment dans l'atmosphère, donc vous voyez jusqu'à plus de 100 jours pour certaines, alors que les particules sédimentables qui sont au-delà de 0,1 micromètre de diamètre, elles vont avoir un temps de séjour très très court dans l'atmosphère et rapidement s'agglomérer pour faire un dépôt sec ou humide sur le sol. Donc si je résume, une particule insédimentable qui a été injectée peut rester par exemple dans la haute stratosphère 2 à 3 ans, dans la basse stratosphère 1 an, si elle est injectée au niveau de la tropopause, c'est à peu près 50 jours, dans la troposphère moyenne à peu près 25 jours, et si c'est dans la basse troposphère, c'est-à-dire inférieure à 3 km, ça reste moins de 1 semaine. Donc c'est pour vous donner des ordres de grandeur que j'insiste, mais ce n'est pas à retenir. Alors le polluant peut s'accumuler, mais il peut aussi subir des transformations physico-chimiques. Donc je vous invite à regarder cette petite vidéo, notamment sur les pluies acides. Et les pluies acides résultent de la transformation de certains polluants chimiques. Donc ici, ce ne sont pas les pesticides, c'est notamment le SO2 et le NO2. Sous l'effet des UV et de l'interaction avec les molécules d'eau et d'oxygène, ces deux molécules vont se transformer en acide sulfurique et acide nitrique. Et ça va acidifier les eaux puisque l'acide nitrique et l'acide sulfurique vont se dissoudre dans l'eau lors des précipitations. Et ça va faire des précipitations que l'on va dire acides
avec un pH acide et qui va impacter le développement des végétaux. Alors c'est pas forcément direct cette acidité, c'est que ça va en général modifier la qualité du sol, des micro-organismes du sol, et ça va induire un dépérissement des forêts notamment, qui est très bien décrit par la vidéo. Donc on dit que l'acide sulfurique, il est très hygroscopique, donc ça va générer des brouillards, et donc on va avoir ce qu'on appelle un smog lorsque de l'acide sulfurique s'accumule dans l'atmosphère sous l'effet de cette transformation du SO2 par les UV. Et donc c'est finalement une preuve qu'il y a une contamination de l'atmosphère, c'est ce smog, c'est une preuve visible de la contamination de l'atmosphère. Donc les transformations chimiques, pour résumer, il y a différents types de réactions. Ça peut être une condensation avec la vapeur d'eau, ça peut être des hydrolyses, ça peut être aussi des réactions avec l'oxygène, des oxydations, des réactions d'oxydoréduction, des réactions de photolyse sous l'effet des UV, rupture par les UV. Et donc ces réactions, finalement, elles ont deux effets. Un effet qui peut être plutôt positif, ça va être de neutraliser le polluant, l'éliminer en diminuant sa toxicité, mais dans le cas des pluies acides, vous avez au contraire une exacerbation de la nuisance de sa toxicité, puisque après ils peuvent acidifier les eaux et induire du coup un dépérissement des végétaux. Donc pensez, dans le cas de l'exacerbation, aux pluies acides comme exemple caractéristique. Alors pour terminer cette partie sur le devenir des polluants dans l'atmosphère, on va voir comment ces polluants peuvent contaminer à partir de l'atmosphère les autres compartiments, à savoir l'hydrosphère et le sol. Donc dans un premier temps, comment les polluants peuvent contaminer à partir de l'atmosphère l'hydrosphère? Et bien soit par rapport direct de l'atmosphère vers l'hydrosphère, par deux types de dépôts, donc les dépôts secs qui se font par gravitation, donc les particules de sol qui contiennent les polluants vont s'agglomérer et vont devenir suffisamment lourdes pour tomber par exemple. Donc ça c'est ce qu'on appelle les dépôts secs par gravitation que vous avez représentés ici. Mais il peut également s'agir de dépôts humides, c'est-à-dire que la pluie va charrier, la grêle va charrier des polluants qui vont être solubilisés dans l'eau, et donc ça va ramener les polluants dans l'eau si jamais cette précipitation se produit au-dessus d'un lac, d'une rivière ou d'un océan. Alors l'hydrosphère n'est pas forcément contaminée que à partir de l'atmosphère directement, elle peut être également contaminée à partir du sol, et les polluants vont être ensuite transférés vers l'hydrosphère de deux manières. Donc soit l'eau ruisselle, s'écoule à la surface du sol et arrache des particules du sol qui contiennent des polluants, ce qui va contaminer donc les eaux de surface, soit l'eau va s'infiltrer. Et donc lorsqu'elle s'infiltre, elle va entraîner des polluants en profondeur, donc soit par la lixivation ou le lessivage, ce qui va contaminer les eaux interstitielles du sol, puis des nappes phréatiques dans les eaux profondes, et à terme, donc ça peut aussi remonter vers des eaux de surface. Donc si les polluants ils sont lixiviés, c'est qu'ils sont sous forme dissoute dans l'eau. Par contre, s'il s'agit d'un lessivage, c'est qu'ils sont sous forme liée aux particules du sol, et ils vont être emmenés en profondeur, attachés à ces particules du sol, et donc ça c'est ce qu'on appelle le lessivage. Donc ça c'est ce qu'on a vu par exemple pour la chlordécone. Donc dans un deuxième diaporama, nous allons plus voir en détail ce qui se passe au niveau cette fois-ci des sols, qui est le deuxième compartiment important à étudier sur le comportement des pesticides dans ce chapitre. Merci pour votre attention.